Après la mort de Jules César, les guerres civiles romaines menées par Octave et Marc-Antoine eurent un impact important sur l'histoire de Rome. Elles conduisirent à la création d'un gouvernement dirigé par l'empereur, ce qui mit définitivement fin à la République romaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le début de cette guerre. En mars 44 avant Jésus-Christ, un grand groupe de sénateurs décida de tuer Jules César, qui était à l'époque le dictateur de la République romaine. Ils décidèrent de le faire parce qu'ils craignaient la fin de la République et en raison de la jalousie qu'ils éprouvaient à l'égard du pouvoir qu'ils détenaient. César mourut seul et battu sur le sol froid du Sénat après avoir été poignardé à de nombreuses reprises, et même piégé par son filleul Brutus. Mais les personnes qui tentèrent de tuer César ne savaient pas qu'il avait un fils nommé Gaius Octavius. En vertu de la loi romaine, César n'avait pas d'enfant en chair et en os. Il adopta donc Octave, qui était son petit-neveu, et en fit son principal héritier. À la mort de César, Octave était dans la région romaine d'Illyrie, au nord-ouest des Balkans, où il suivait des cours et recevait une formation militaire dans la ville d'Apollonia. Selon les historiens, sa réaction fut un mélange de tristesse et de scepticisme. Il était difficile de croire qu'un homme aussi fort et intimidant que César puisse être battu et trompé d'une manière aussi humiliante. À la suite de ces événements, certains chefs militaires lui conseillèrent de prendre ses troupes et de se cacher en Macédoine, car ils craignaient que les assassins de César ne s'en prennent à lui. Octave, lui, refusa de se comporter comme une mauviette. Il ne se sauva pas, mais se dirigea vers l'Italie. Après son arrivée à Lecce, Octave prit connaissance du testament de César. Il choisit d'honorer la mémoire de César en s'appropriant les 2/3 de ses terres et en devenant son héritier politique. Octave adopta ensuite le nom de Gaius Julius César, qui était celui de son grand-oncle. Les citoyens romains qui étaient accueillis par une nouvelle famille conservaient généralement une forme de leur ancien nom appelé cognomen, même s'ils recevaient un nouveau nom. Mais les choses commencèrent à se corser. Octave ne pouvait pas se hisser au sommet de l'ordre politique romain avec sa seule petite somme d'argent. Il devait donc penser librement. Après que les forces de César aient accueilli chaleureusement Octave à Brundisium, celui-ci lui demanda une part de l'argent que César avait mis de côté pour une guerre planifiée contre l'Empire parthe au Moyen-Orient. Cette somme, d'une valeur de 700 millions de sesterces, était conservée à Brindisi, une région d'Italie où étaient planifiées les actions militaires en Orient. Plus tard, en 44 avant Jésus-Christ, Octave fit preuve d'une nouvelle audace en s'emparant, sans l'autorisation du gouvernement, du paiement annuel de la province proche orientale de Rome, qui fut envoyée en Italie. Octave commença à renforcer sa propre armée en y ajoutant les légionnaires expérimentés de César et les troupes envoyées à la guerre des Parthes. Il insista sur le fait qu'il était l'héritier de César. En route vers Rome, Octave traversa l'Italie. Sa présence et son argent nouvellement gagné attirèrent beaucoup de monde, y compris les anciens soldats de César stationnés en Campanie. En juin, il constitua une armée de 3000 soldats fidèles et donna à chacun d'eux 500 deniers en guise de solde. Lorsqu'Octave arriva à Rome le 6 mai 44 avant Jésus-Christ, l'ancien partenaire de César, le consul Marc-Antoine, avait conclu une trêve inconfortable avec ceux qui avaient tué le général. Le 17 mars, ils obtinrent un pardon général, mais le discours furieux d'Antoine lors des funérailles de César chassa la plupart d'entre eux de Rome et incita les gens à haïr encore plus ceux qui avaient tué le général. Marc-Antoine commençait à bénéficier d'un soutien politique, mais Octave avait encore une chance de le battre et de devenir le chef du groupe de personnes qui soutenaient César. Antoine perdit le soutien de beaucoup de Romains et de gens qui aimaient César lorsqu'il vota pour la première fois contre l'idée de faire de César un dieu. Pendant l'été, il gagna le soutien des partisans de César et se rapprocha des vieux ennemis de César, les Optimates, qui le considéraient comme le moindre des deux maux et espéraient le contrôler. En septembre, Marcus Tullius Cicero, qui était le meilleur orateur du Sénat, commença à faire des déclarations contre Antoine, affirmant qu'Antoine était une menace pour l'ordre républicain. Marc-Antoine traversait une période difficile. Les gens commençaient à le détester de plus en plus. Et pour ne rien arranger, son année de consulat s'achevait. Antoine essaya de faire des lois qui lui donneraient la région de la Gaule cisalpine. Il agissait ainsi pour se protéger et conserver une partie de son pouvoir. Pendant ce temps, Octave mit sur pied une armée privée en Italie en recrutant des soldats de l'armée de César. Le 28 novembre, il utilisa une offre d'argent très généreuse pour gagner 2 troupes d'Antoine. Antoine comprit qu'il était dangereux de vivre à Rome en raison de la puissance et de l'habileté d'Octave. À la satisfaction du Sénat, il quitta Rome pour la Gaule cisalpine, qui devait lui être remise le 1er janvier.
Mais la province avait déjà été confiée à l'un des assassins de César, Brutus, qui refusait désormais de laisser Marc prendre la relève. Antoine, qui était un homme d'action, l'encercla à Mutina et n'accepta pas les plans du Sénat pour arrêter la bataille. Ce Sénat, qui devenait de plus en plus faible, n'avait pas d'armée pour soutenir ses décisions. Il donna une chance à Octave, dont on savait déjà qu'il était à la tête d'un nombre considérable de troupes. Cicéron prit la défense d'Octave au Sénat lorsqu'Antoine se moqua de lui parce qu'il n'était pas issu d'une famille royale. Il déclara même que Rome n'avait pas de meilleurs exemples de piété traditionnelle parmi les jeunes d'Octave. Octave reçut l'Imperium Pro Praetore, pouvoir de commandement, ce qui lui permit de commander légalement des troupes et d'être envoyé pour soulager le siège avec Aulus Hirtius et Gaius Vibius Pansa Cetronianus, qui étaient les consuls de la République romaine en l'an 43 avant Jésus-Christ. Il commença à travailler le 7 janvier, date dont il se souviendra plus tard comme du début de son travail public. La fin fut triste pour Hirtius et Pansa, qui étaient consuls. Tous deux moururent. Mais pour Octave, ce fut une fin glorieuse. Les forces d'Antoine perdirent la bataille de Forum Gallorum le 14 avril et la bataille de Mutina le 21 avril. Antoine se retira donc en Gaule transalpine. Ce fut sa première grande victoire et elle donna au jeune homme un avant-goût de la célébrité qu'il souhaitait. Mais une fois qu'il avait goûté à la victoire, il ne pouvait plus s'arrêter. Mais son bonheur cessa peu après la bataille et fut remplacé par une colère très vive. En effet, le Sénat romain, qui avait demandé l'aide d'Octave, pensait que Brutus avait été beaucoup plus important qu'Octave dans les batailles contre Antoine. Pour cette raison, il accorda à Brutus de bien meilleures récompenses et envisagea même de lui confier la direction des troupes consulaires. Octave était en colère et estimait que Rome l'avait discrédité. Il réagit vivement en restant dans la vallée du Pô et en refusant de participer à toute nouvelle attaque contre Antoine. Après cela, en juillet, Octave envoya un groupe de centurions à Rome. Ils demandèrent le consulat laissé vacant par Hirtius et Pansa et la révocation de l'ordre qui faisait d'Antoine un ennemi public, mais ils essuyèrent un refus. Il en avait assez des hautes sphères romaines et décida de faire quelque chose. Il prit 8 troupes et marcha à travers la ville. L'armée de la République était peu nombreuse, Octave ne rencontra pas beaucoup de difficultés. Puis, après une nouvelle victoire importante, le 19 août 43 avant Jésus-Christ, il fut élu consul, ce qui était le rang le plus élevé de la République. Son parent Quintus Pedius devint co-consul. Mais les luttes de pouvoir ne connaissent pas de répit à Rome. Alors qu'Octave faisait la fête, Marc-Antoine conclut un accord avec Marcus Aemilius Lepidus, un autre vieil allié de Jules César, ce qui lui donna encore plus de pouvoir. Conscient que cette union mettrait en péril son pouvoir, Octave fit un choix stratégique. Il choisit d'unir ses forces à celles d'Antoine et de Lépide, ses pires ennemis, afin que tous les partisans et les troupes de Jules César soient du même côté. Du moins, pour le moment. Ils mirent en place un triumvirat, c'est-à-dire un groupe de 3 personnalités qui travaillent ensemble pour diriger le pays. Une fois les choses réglées, Octave, Antoine et Lépide se réunirent près de Bologne en octobre 43 avant Jésus-Christ et formèrent le deuxième triumvirat. Le Sénat leur confia leur pouvoir le 27 novembre. Cette attribution claire d'un pouvoir spécial pour 5 ans fut ensuite officialisée par une loi votée par le peuple. Cette situation était différente de celle du premier triumvirat, composé de Pompée, Jules César et Marcus Licinius Crassus, qui ne bénéficiaient d'aucun soutien officiel. Les triumvirs lancèrent alors les proscriptions, qui désignaient entre 130 et 300 sénateurs et 2000 autres fonctionnaires comme des voleurs, des traîtres et des ennemis de la République. Cela permettait de les punir tous. En outre, nombre de ceux qui ripostèrent furent tués sur le champ. Il est important de se rappeler que le trio donna cet ordre en partie parce qu'il avait besoin d'argent pour payer les salaires de ses troupes en vue de la bataille à venir contre Marcus Junius Brutus et Gaius Cassius Longinus, qui avaient tué César. En effet, les Romains étaient plus enclins à attraper les nouveaux criminels s'ils pouvaient obtenir de l'argent pour les mettre en prison ou les tuer. Cette situation était bénéfique à la fois pour le triumvirat et pour les chasseurs de primes. Les souverains pouvaient conserver les biens et les propriétés des prisonniers et ceux qui traduisaient en justice les nouveaux ennemis de Rome gagnaient beaucoup d'argent. N'importe qui pouvait tuer un hors-la-loi et obtenir une part de ses biens s'il apportait la tête coupée aux autorités. Pendant cette période sombre de l'histoire romaine, certains étrangers purent quitter le pays, mais beaucoup d'autres moururent. Cette période de Rome fut si violente que chaque membre du second triumvirat tenta de rejeter la faute sur les 2 autres. Mais beaucoup furent surpris que le jeune Octave veuille tuer tant de gens qu'il n'aimait pas. Au cours des années qui ont suivi, Octave eut la mauvaise réputation d'être trop cruel. Le 1er janvier 42 avant Jésus-Christ, après la mort de Jules César, le Sénat fit de lui le divus Iulius.
un dieu de l'État romain. C'était le plus grand honneur pour le cupide César, qui avait désormais le droit d'être honoré pour toujours. Mais Octave en profita également. En soulignant qu'il était l'héritier direct d'un dieu et le fils d'une divinité, il put gagner le respect et les faveurs de nombreux Romains importants. Mais après cela, il était temps de repartir en guerre. Beaucoup de ceux qui avaient tué César étaient encore libres et prévoyaient de tuer Octave. Marc-Antoine et Octave envoyèrent 28 légions à travers la mer pour combattre les armées de Brutus et de Cassius, basées en Grèce. En octobre 42 avant Jésus-Christ, les deux forces se rapprochèrent de la ville macédonienne de Philippe. La première légion venait du sud-est et était dirigée par Brutus et Cassius. Marc-Antoine et Octave venaient de l'ouest et voulaient se venger de ceux qui avaient tué César. Tout le monde voulait se battre, mais curieusement, le premier grand problème auquel les troupes furent confrontées n'avait rien à voir avec la guerre. Il s'agissait plutôt d'un problème de logistique. Les hommes de Brutus et de Cassius utilisèrent Néapolis comme base de ravitaillement. Cela signifiait que les personnes chargées d'apporter de la nourriture au combat devaient traverser des montagnes pour y parvenir. Dans le même temps, les hommes d'Octave et de Marc-Antoine utilisaient Amphipolis, qui était encore plus éloigné. Il leur était donc difficile de faire avancer les choses. Marc-Antoine tenta de contourner Philippe en construisant un pont sur les eaux au sud de la ville. Brutus et Cassius se trouvaient dans les meilleurs endroits, à savoir 2 petites collines à l'ouest de Philippe. Si son plan avait réussi, ses ennemis n'auraient pas pu communiquer entre eux. Mais Cassius le trouva et construisit un barrage sur le fleuve. Marc-Antoine ne s'y attendait pas. Pendant que son adversaire était occupé, il demanda à ses hommes d'attaquer le camp de Cassius. Ils réussirent parfaitement et Cassius, pensant que tout était perdu, se tua avant d'apprendre que Brutus avait également battu l'armée d'Octave et s'était emparé du camp ennemi. En d'autres termes, chaque camp a gagné et perdu quelque chose. À la mort de Cassius, Brutus fut profondément attristé, affirmant qu'il était le dernier des Romains. Mais il ne fit pas de veillée funèbre publique car il pensait que cela nuirait à l'esprit de l'armée. Les premiers pillages et la collecte de richesses par les troupes de Brutus donnèrent aux hommes d'Octavien l'occasion de réparer leurs lignes. Au cours des 3 semaines suivantes, Antoine put lentement déplacer son armée au sud des troupes de Brutus, sécurisant une colline près de l'ancien camp de Cassius que Brutus avait laissé sans surveillance. S'assurant qu'il ne serait pas encerclé, Brutus déplaça sa ligne vers le sud puis vers l'est, parallèlement à la Via Egnatia, et construisit plusieurs postes forts. Il voulait s'en tenir au plan initial, qui consistait à éviter un combat ouvert et à espérer que sa plus grande puissance maritime userait l'ennemi. En même temps, il voulait garder les hauteurs. Il est important de noter que c'était le plan de Brutus depuis le début. Sa stratégie consistait à obtenir une bonne position défensive, puis à utiliser son avantage naval pour empêcher les triumvirs de communiquer avec leur base de ravitaillement en Italie. Cependant, il changea de plan. En fait, Brutus n'avait pas d'autre choix que de se battre, car il risquait de se retrouver seul et sans pouvoir s'il ne le faisait pas. Si les triumvirs pouvaient continuer à étendre leur ligne vers l'est sans être arrêtés, il finirait par couper sa route de ravitaillement vers Néapolis et le coincerait contre les montagnes. Si cela se produisait, la situation changerait. Brutus mourrait de faim ou serait contraint de se retirer avec toute son armée en empruntant la dangereuse piste du nord jusqu'à Philippe. Comme il n'y avait pas d'autre option, c'était tout ou rien. Mais ce qu'aucun des deux camps ne savait, c'est que la bataille ferait de nombreuses victimes, car il s'agissait essentiellement d'un combat au corps à corps entre 2 forces expérimentées et bien entraînées. Pour la plupart, les troupes ne se servaient pas d'armes à longue portée comme des fléchettes ou des javelots. Au lieu de cela, ils se tenaient en ligne et se battaient avec leurs épées. Cassius Dio précisa qu'aucun des deux camps ne se servit d'armes telles que des javelots ou des catapultes. Au lieu de cela, les hommes se sont battus directement au corps à corps en essayant de briser les lignes de l'autre camp. Plutarque écrit que Brutus gagna la bataille à l'extrémité ouest de sa ligne et poussa durement sur le côté gauche des triumvirs. Les triumvirs cédèrent et s'enfuirent, et la cavalerie républicaine tenta de profiter de la situation lorsqu'elle vit que l'ennemi était empêtré. Mais à la grande consternation de Brutus, le côté est de sa ligne comptait moins d'hommes, après avoir été étirés pour éviter d'être débordés. Cela signifiait que les troupes de Brutus avaient été trop réduites au milieu, ce qui les rendait trop faibles pour résister à la première attaque des triumvirs. Après avoir percé cette position ennemie, les triumvirs tournèrent à gauche pour attaquer Brutus sur le côté et à l'arrière. L'historien Appianus raconte que les troupes du triumvir repoussèrent la ligne ennemie comme si elle tournait autour d'une énorme machine. Les armées de Brutus furent repoussées et commencèrent à céder plus rapidement. Les 2e et 3e lignes de renfort ne purent suivre la retraite, et toutes 3 abandonnèrent. Avant que l'armée battue ne puisse atteindre cette position défensive, les hommes d'Octave parvinrent à s'emparer des portes du camp de Brutus.
L'armée de Brutus ne put se ressaisir et les triumvirs remportèrent la bataille. Brutus put s'enfuir dans les collines voisines avec seulement 4 légions de soldats. Il se tut, sachant qu'il devrait abandonner et être capturé. Après les 2 grandes batailles de Philippe, les hommes d'Octave et d'Antoine purent se réjouir de leur victoire décisive. Marc-Antoine utilisera plus tard le fait que ses forces gagnèrent les 2 batailles pour ridiculiser Octavien. Antoine dit qu'Octave était un lâche pour avoir donné le pouvoir militaire à Marcus Vipsanius Agrippa. Il considérait également qu'il était responsable des 2 victoires. Malgré tout cela, il est important de dire qu'Antoine obtint la plus grande partie du crédit des Romains pour cette victoire. Beaucoup de gens estimèrent qu'en plus d'être un grand chef militaire, il fut aussi un homme d'honneur et de fierté en raison de la manière dont il traita les aristocrates enlevés et le reste des vaincus. Malgré leur ego et leur querelle pour savoir qui méritait le plus de reconnaissance, le plus important pour les deux était qu'ils avaient réussi à battre leurs principaux ennemis sur le champ de bataille. Pour aider les vainqueurs, le reste des troupes de Brutus furent rassemblées et environ 14 000 hommes rejoignirent l'armée des triumvirs. L'Épide, qui était le maillon faible de ce partenariat, s'en tira bien puisqu'il put prendre en charge une grande partie du territoire de la République en Afrique. Marc-Antoine choisit l'Est, l'Égypte, où il choisit de s'allier à la reine Cléopâtre, amoureuse de Jules César et qui donna naissance à Césarion. Il gouverna également les royaumes et les amis de Rome en Méditerranée orientale. La Gaule et la région de l'Hispanie furent laissées aux mains d'Octave. Il eut peu de temps pour profiter de quoi que ce soit, car un problème majeur dut être résolu. Les vétérans qui avaient travaillé pour Brutus avaient rejoint en grand nombre le second triumvirat. C'était à la fois une bonne et une mauvaise chose, car ces gens pouvaient facilement combiner leurs forces avec un ennemi politique d'Octavien s'il n'était pas apaisé. Ils étaient également très exigeants, demandant des choses comme des terres qui avaient de la valeur. Dans le même temps, Octavien dut déterminer où il allait installer sur le sol italien les dizaines de milliers de héros de la guerre de Macédoine que les triumvirs avaient promis d'épargner. Mais il n'y avait plus de terres appartenant au gouvernement à donner à ses soldats pour qu'ils s'y installent. Octave dut choisir entre mécontenter un grand nombre de citoyens romains en leur prenant leurs terres ou mécontenter un grand nombre de soldats romains, ce qui risquait d'entraîner des troubles au sein de la République. Octavien choisit la première option et établit des villes nouvelles près de 18 villes romaines, obligeant des populations entières à quitter leur foyer. Mais comme on pouvait s'y attendre, le peuple ne fut pas tout de suite d'accord avec ces mesures. La façon dont les forces d'Octavien furent traitées suscitait beaucoup de colère. Cela incita de nombreuses personnes à soutenir Lucius Antonius, le frère de Marc-Antoine, qui bénéficiait du soutien de la majorité du Sénat. Tandis qu'un autre ennemi commençait à se manifester, les jeux de pouvoir à Rome allaient bon train. Octave demanda le divorce à sa femme Claudia. Ce fut un autre problème car elle était la fille de Fulvia, la première femme de Marc-Antoine. Lorsqu'Octave se lassa de la jeune femme, il renvoya Claudia à sa mère, prétendant qu'il n'avait jamais été marié. Fulvia choisit d'agir. Dans une démarche extrêmement dangereuse, elle et Lucius Antonius mirent sur pied une armée en Italie pour lutter contre Octavien. Ils dirigèrent 8 légions, une force assez considérable. Ils avancèrent et remportèrent même quelques batailles. Mais Lucius et Fulvia oublièrent un aspect important. Les triumvirs devaient encore payer les salaires de l'armée romaine et ils ne pouvaient pas se permettre des coûts aussi prohibitifs. De ce fait, la confiance de leurs troupes était faible et les hommes ne se battaient jamais au mieux de leurs capacités. Les hommes d'Octave encerclèrent Lucius et ses amis près de Pérouse. Puis, au début de l'année 40 avant Jésus-Christ, après un hiver rigoureux au cours duquel leurs troupes ne pouvaient plus se battre correctement et manquaient de nourriture, Octave les obligea à abandonner. Mais Lucius et ses hommes furent sauvés, car ils s'étaient liés à Marc-Antoine, l'homme le plus puissant et le plus respecté du monde à l'époque. Mais les choses ne se passèrent finalement pas comme prévu pour les comploteurs, Fulvia étant envoyée dans une ville grecque. Octave se montra également cruel envers les nombreux amis de Lucius, car le jeune homme décida de se venger. Le 15 mars, jour anniversaire de la mort de Jules César, il tua 300 sénateurs et chevaliers romains qui avaient aidé Lucius. Pérouse fut également incendiée afin d'envoyer un message à d'autres endroits. Cet événement sanglant nuit à l'image d'Octave et fut critiqué par plusieurs écrivains romains. Mais cela ne dérangeait pas Octave. Il pensait qu'il devait parfois montrer sa force et sa cruauté sous peine de voir son pouvoir menacé. Au fil du temps, les choses se sont un peu calmées, mais elles sont rapidement revenues à la normale. Cette fois, c'est grâce à un homme nommé Pompée qu'Octave et son père adoptif ont bien connu. Mais pas Pompée le Grand. Après la bataille de Pharsale, il fut tué en Égypte. Mais ce fut son fils, Sextus Pompée, qui fit vraiment la différence.
Bien qu'il occupât des postes importants, il devint un général rebelle après que Jules César eut battu son père. Devenu immensément puissant, il conclut un accord avec le second triumvirat pour s'installer en Sicile et en Sardaigne en 39 avant Jésus-Christ. Désormais, il est la poule aux œufs d'or. Maintenant qu'il est considéré comme la poule aux œufs d'or, Marc-Antoine et Octave souhaitent tous deux s'allier à lui. En 40 avant Jésus-Christ, Octave épousa Scribonia, la sœur du beau-père de Pompée. Il put ainsi compter sur une alliée à court terme. Un peu plus d'1 an après leur mariage, la seule fille naturelle d'Octave, Julia, naquit de sa nouvelle épouse. Ironiquement, elle donna naissance à Julia le jour même où il la quitta pour épouser Livia Drusilia. En Égypte, Antoine commença à avoir une liaison avec Cléopâtre, avec qui il eut 2 jumeaux. Bien qu'il y fût heureux, il était inquiet. Il savait que sa relation avec Octave ne pourrait pas durer éternellement et qu'elle se dégraderait à un moment ou à un autre. Et il décida donc de faire quelque chose pour empêcher cela. Antoine quitta Cléopâtre et se rendit en Italie en 40 avant Jésus-Christ avec une grande armée pour combattre Octave. Il y assiégera rapidement Brundisium. Mais l'affrontement ne durera pas très longtemps car Octave et Antoine ne réussirent pas à gérer ce nouveau conflit. Leurs centurions, qui étaient devenus des acteurs politiques importants, ne voulurent pas se battre pour une cause césarienne. Alors qu'Antoine se rendait au chevet de sa femme Fulvia, celle-ci tomba soudainement malade et mourut. La mort de Fulvia et la rébellion de ses centurions permirent aux 2 triumvirs survivants de s'entendre, du moins à court terme. Après avoir conclu la paix à l'automne 40 avant Jésus-Christ, les 2 hommes les plus puissants du monde signèrent le traité de Brundisium, destiné à renforcer une fois de plus le deuxième trio. L'Épide restera en Afrique, Antoine à l'est et Octave à l'ouest. La péninsule italienne restera ouverte afin que chacun puisse y trouver des forces, ce qui n'aidera pas beaucoup Antoine. Et pour couronner le tout, à la fin de l'année 40 avant Jésus-Christ, Octave organisa un mariage entre sa sœur Octavie et son pire ennemi, afin de renforcer son partenariat avec Antoine. La paix était revenue. Comme toujours, elle se terminera peu de temps après. Alors que le pouvoir de Sextus Pompée grandissait, il décida de menacer Octave en empêchant l'acheminement de céréales à travers la Méditerranée vers la péninsule italienne. Ce plan de Pompée visait à provoquer une famine générale dans les régions dont Octave avait la charge. Il est important de noter que Pompée avait de bonnes raisons d'être suffisamment confiant pour affronter Octave. À cette époque, il avait mis sur pied une armée puissante et une grande flotte de bateaux. De nombreux esclaves et amis de son père, ainsi que ceux qui restaient des optimates, se rallièrent à sa cause dans l'espoir de sauver la République romaine, qui se transformait rapidement en un royaume autocratique. De nombreux esclaves ayant rejoint Sextus étaient originaires des villes patriciennes. Bref, il était bien loin d'être un rival comme les autres. Octave choisit de parler car il avait de nombreux problèmes à résoudre. Le pacte de Misenum fut conclu en 39 avant Jésus-Christ. Il mit fin à l'interdiction de commerce imposée par Pompée et, en échange, celui-ci obtint le contrôle de la Sardaigne, de la Corse, de la Sicile et du Péloponnèse. Mais cela ne durera pas longtemps. Après une brève période, l'accord entre le triumvirat et Sextus Pompée au sujet des terres commença à s'effondrer. Le 17 janvier 38 avant Jésus-Christ, Octave divorça de Scribonia et épousa Livia. L'un des chefs de la marine de Pompée se retourna contre lui et donna la Corse et la Sardaigne à Octave, ce qui envenima encore leur relation. Mais Octave savait qu'il devait se faire aider. Il se rendit compte que ses troupes n'avaient pas les moyens de combattre Pompée seul et conclut un accord qui permit au second triumvirat de durer encore 5 ans, à partir de 37 avant Jésus-Christ. Il commença également à se préparer à la guerre à venir en demandant à son ami Marcus Agrippa d'organiser des plans. Agrippa coupa alors une partie de la Via Ercolana et creusa un tunnel pour relier le lac Lucrine à la mer. Il s'agissait de transformer ce lac en un port appelé Portus Julius. Dans ce nouveau port, on apprenait aux navires à combattre en mer. La nouvelle flotte était composée de 20 000 rameurs et d'esclaves affranchis. Les nouveaux navires étaient beaucoup plus grands afin de pouvoir transporter plus d'équipes d'infanterie de marine qui étaient formées en même temps. Marc-Antoine choisit lui aussi d'apporter son aide à ce moment-là, mais il était clair que ce n'était pas par bonté. Il voulait obtenir un soutien pour sa propre guerre contre l'Empire parthe afin de se venger de la défaite de Rome à Carae en 53 avant Jésus-Christ. Puis, à Tarentum, un autre accord fut conclu. Antoine donna à Octave 120 navires à utiliser contre Pompée, et Octave envoya 20 000 soldats contre les Parthes pour qu'ils soient utilisés par Antoine. Mais Octave envoya seulement un dixième de ce qu'il avait dit, ce qu'Antoine considéra comme une insulte. Malgré leurs problèmes et leurs divergences, ils étaient prêts à se battre. En juillet 36 avant Jésus-Christ, 2 flottes quittèrent l'Italie et l'autre triumvir, l'Épide, envoya une 3e flotte depuis l'Afrique pour attaquer la base de Pompée en Sicile.
Agrippa, ami d'Octave, rencontra les forces de Pompée à Naulocus. Les deux flottes comprenaient 300 navires équipés d'artillerie, mais celle d'Agrippa était plus grande et plus puissante. Ils étaient armés de l'arpax, un crochet romain de type catapulte qui permettait d'attraper un navire ennemi et de le tirer à quai pour l'aborder, et du corvus, une sorte de pont muni d'une pointe métallique qui pouvait être jeté sur le pont d'un navire ennemi. Lorsque les Romains attachaient les deux navires ensemble, ils pouvaient les utiliser comme base de combat. Au début de la bataille, Agrippa arrêta les navires de Sextus, plus maniables. Après une longue et sanglante bataille, il réussit à vaincre son ennemi. 3 de ses navires furent perdus, mais 28 des navires de Sextus Pompée furent coulés. 17 s'échappèrent et les autres furent brûlés ou pris. C'est une victoire pour Octave, mais elle ne suffit pas à compenser le fait que, le même mois, il perdit un combat près de Taormine et fut gravement blessé. Lépide, quant à lui, réussit à débarquer la majeure partie de son armée et détruisit le cœur de la Sicile. En 36 avant Jésus-Christ, Sextus s'enfuit et se réfugia à Milet. En 35 avant Jésus-Christ, Marcus Titus, un allié de Marc-Antoine, réussit à l'attraper et à le tuer sans audience. C'était contraire à la loi, car il s'agissait d'un citoyen romain qui avait droit à un procès. Ils avaient gagné, mais comme d'habitude, cela ne les empêcha pas de jouer le pouvoir. La méfiance croissante des triumvirs s'aggrava dès que la rébellion pompéienne fut définitivement terminée. Cela apparut clairement lorsqu'Octave se rendit au camp de Lépide et que les hommes qui s'y trouvaient firent l'éloge de ce dernier en tant que fils de César. Lépide prit alors un risque en poussant son ami hors du camp. Ces événements se produisirent parce que Lépide et Octave acceptèrent la reddition des troupes de Pompée, Lépide pensant pouvoir s'approprier la Sicile. Cela ne fonctionna pas. Une grande partie de l'armée de Lépide passa du côté d'Octave parce qu'elle était fatiguée de la guerre et parce que le fils du jeune César lui avait promis de l'argent. Octave accusa un Lépide affaibli de prendre le pouvoir en Sicile et d'essayer de déclencher une révolte. Cela lui donna l'assise nécessaire pour se débarrasser définitivement de Lépide, ce qu'il voulait faire depuis longtemps. Lépide fut humilié et n'avait aucune chance de l'emporter. Il se résigna et perdit sa place dans le triumvirat. Mais il conserva son titre de Pontifex Maximus, qui supervisait tous les prêtres. Son temps aux yeux du public était terminé et il s'installa dans une maison au Cap Circeo, en Italie. Par la suite, Octave supervisa l'ouest et Antoine l'est. Avec l'aide du premier, le peuple de Rome réussit à maintenir la paix et la sécurité dans sa partie des royaumes en conservant ses droits de propriété. Et pour éviter les problèmes survenus après sa victoire sur Brutus, il installa les troupes qu'il avait licenciées en dehors de l'Italie. Dans le même temps, Octave renvoya 30 000 esclaves à leur ancien propriétaire romain. Ces esclaves s'étaient enfuis pour rejoindre l'armée et la marine de Pompée, ce qui était une autre façon pour lui de montrer sa force et sa détermination. Après une nouvelle victoire, Octave se sentit fort et confiant, mais il demanda tout de même au Sénat la protection de la cour ou Sacro Sanctitas, pour lui, sa femme et sa sœur. Il s'agissait de s'assurer que lui, Livia et Octavia seraient en sécurité lorsqu'ils retournaient à Rome. Au contraire, Marc-Antoine subit une série de revers alors que son principal rival se portait bien. Marc-Antoine aida Octave dans sa bataille contre Sextus Pompée uniquement pour obtenir le soutien de sa propre expédition militaire contre l'Empire parthe. Le général accomplit sa promesse en envoyant 120 navires pour aider le successeur de César. Cependant, Octave, qui était jeune à l'époque, n'envoya que 200 hommes en renfort. Marc-Antoine subit alors une défaite humiliante face aux Parthes. Néanmoins, l'aspect le plus pénible de cette défaite fut son ampleur, qui mit à mal sa réputation de chef militaire aux yeux de l'opinion publique. Un autre problème se posa à Marc-Antoine, rendant sa vie encore plus difficile. À l'issue d'un conflit mineur entre Octave et Marc-Antoine en 40 avant Jésus-Christ, le traité de Brinde fut signé. Afin de consolider les relations entre les deux chefs et de maintenir le second triumvirat, Octavie, la sœur d'Octave, épousa Marc-Antoine. Marc-Antoine entretenait alors une relation amoureuse avec l'influente reine d'Égypte, Cléopâtre. Afin de lui consacrer toute son attention, il décida d'envoyer Octavie à Rome. Octave y vit une occasion favorable de faire savoir que le geste de Marc-Antoine était un outrage à tous les Romains. Marc-Antoine avait rejeté une femme romaine pour épouser une maîtresse orientale. L'incident porta un nouveau coup à l'image de Marc-Antoine, ce qui renforça encore la position d'Octave. En 36 avant Jésus-Christ, les relations entre les deux hommes devinrent encore plus tendues. Cette situation résultait des manœuvres politiques d'Octave qui cherchait à démontrer au public qu'il n'était pas une figure autoritaire. Au contraire, il voulait être perçu comme un dirigeant bienveillant qui donnait la priorité au bien-être des masses.
Il proposa un plan qu'il savait que Marc-Antoine rejetterait afin d'atteindre son objectif. Octave proposa que les guerres civiles romaines n'étaient plus un sujet de préoccupation et que, par conséquent, le second triumvirat serait moins critique. En conséquence, Marc-Antoine serait prêt à démissionner de son poste de triumvir et à renoncer au pouvoir qui en résultait s'il faisait la même chose. Le refus de Marc-Antoine était attendu et il joua en plein dans le plan d'Octave. Octave put ainsi présenter son rival comme un autoritaire alors qu'il était lui-même perçu comme un idéaliste soucieux du bien-être du peuple. En 34 avant Jésus-Christ, 2 ans plus tard, la tension monta à nouveau à Rome lorsque Marc-Antoine lança une invasion contre le royaume d'Arménie. Cependant, contrairement à son invasion infructueuse d'Éparse, il remporta cette fois un grand succès en mettant à genoux les Arméniens et toute son armée. Le général, rempli de joie et de fierté après sa victoire, décida de décerner des titres et des honneurs à ses proches et à ses partisans. Il désigna son fils Alexandre Hélios comme souverain de l'Arménie et conféra le titre grandiose de reine des rois à sa maîtresse, Cléopâtre. Il n'est pas certain que Marc-Antoine voulut provoquer Rome par son action, mais il y est parvenu. Octave utilisa habilement cette situation à son avantage en présentant son cas au Sénat romain. Il affirma que la décision de Marc-Antoine d'accorder à une reine étrangère un titre aussi grandiose était une tentative délibérée de diminuer le pouvoir et le prestige de Rome aux yeux du monde. Octave soutenait en outre que cet acte pouvait être interprété comme un signe de faiblesse à l'égard des nations ennemies, ce qui pouvait avoir de graves conséquences pour Rome. Après la crise, Octave fut réélu consul de la République romaine. Lors de la session suivante du Sénat, il prononça un discours critiquant les actions de Marc-Antoine. Octave mentionna en particulier que l'octroi de titres à des parents, la cession à des alliés de territoires qui devraient être contrôlés par la République et l'attribution d'un titre prestigieux à une reine étrangère étaient inacceptables pour n'importe quel Romain. Il accusa Marc-Antoine de donner la priorité à ses désirs personnels plutôt qu'à ceux du peuple romain, ce qui le mit dans une grande colère. Bien qu'Octave ait été soutenu pour son discours, il fut surpris et déçu de constater que plusieurs sénateurs ne l'approuvaient pas. Selon eux, les paroles du jeune homme ne visaient qu'à rabaisser Marc-Antoine et à rehausser le prestige d'Octave au lieu d'être bénéfiques pour Rome. En conséquence, Octave se retrouva dans une situation où plusieurs sénateurs lui retirèrent leur soutien, donnant l'impression que Marc-Antoine allait finalement prendre l'avantage après une période prolongée. Cependant, ce ne fut qu'une illusion, car à l'automne 32 avant Jésus-Christ, Octave atteindra enfin son objectif tant attendu. À cette époque, Lucius Munatius Plancus et son neveu Marcus Titius, alliés de Marc-Antoine, constatèrent que l'influence du général diminuait. Ils firent donc défection et se rendirent à Rome. En règle générale, le changement d'allégeance de Lucius Plancus dans la politique romaine ne fut considéré que comme une trahison de plus. Cependant, cet événement particulier entraîna des conséquences d'une grande portée qui influencèrent le destin du monde occidental. Les actions de Plancus permirent à Octave d'accéder au testament secret de Marc-Antoine, qui avait été dissimulé dans le temple de Vesta. Malheureusement pour Marc-Antoine, le contenu du testament était scandaleux et provoqua des remous dans tout Rome. Le document précisait qu'à sa mort, la fortune de Marc-Antoine serait héritée par sa progéniture et par Cléopâtre. Il stipulait également que ses enfants régneraient en tant que monarques dans les régions que Marc-Antoine avait conquises. En outre, le document prévoyait la construction d'un somptueux tombeau où Marc-Antoine et sa reine pourraient reposer côte à côte. Octave présenta l'information aux sénateurs qui furent immédiatement dégoûtés par le contenu du testament. Cependant, une impasse finit par être trouvée. Octave demanda au Sénat de déclarer rapidement la guerre à Marc-Antoine et Cléopâtre car ils représentaient une menace pour Rome et seraient considérés comme des ennemis de l'État. Les sénateurs hésitèrent à lancer des attaques militaires contre un héros romain vénéré. Octave était déterminé à faire ce qu'il voulait et ne permettait à personne ni à rien d'interférer avec ses plans. Il poursuivit sans relâche les sénateurs qui soutenaient Marc-Antoine et fit habilement valoir que leurs actions n'étaient pas un acte de guerre contre Marc-Antoine, mais plutôt contre Cléopâtre, qui était une ennemie du peuple romain et une traîtresse à la République. En conséquence, à la fin de l'année 32 avant Jésus-Christ, le Sénat déclencha une guerre contre le gouvernement de Cléopâtre en Égypte. La décision de Marc-Antoine de rester fidèle à Cléopâtre en surprit plus d'un, qui s'attendait à ce qu'il l'abandonne et revienne aux côtés de Rome. En conséquence, le Sénat dépouilla le général de tous ses pouvoirs officiels et le qualifia de hors-la-loi et de traître. À ce moment-là, à la grande consternation d'Octave, environ 40% du Sénat, ainsi que 2 consuls, quittèrent Rome et se rallièrent à Marc-Antoine, choisissant de se battre en son nom.
La République romaine fut plongée dans un état de chaos total alors qu'Octave et Marc-Antoine se préparaient à s'engager dans une bataille monumentale pour déterminer le souverain ultime de Rome et du monde occidental. Octave lança un appel massif, ordonnant à toutes ses légions et à tous les hommes valides de se rendre sur place pour anéantir Marc-Antoine et ses troupes. Il réussit à rassembler un nombre impressionnant de 200 000 légionnaires. Marc-Antoine, conscient de l'imminence du conflit, réagit en appelant des troupes. Il réussit à égaler les effectifs d'Octave avec un total de 200 000 hommes à sa disposition. Il mélangeait l'infanterie lourde romaine et l'infanterie légère égyptienne. Par la suite, l'armée commença à se mobiliser. Vers le milieu de l'année 31 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine donna l'ordre à son armée d'entrer en Grèce. Après avoir reçu cette information, Octave ordonna à ses propres soldats de suivre les mouvements de Marc-Antoine. Octave n'avait pas seulement amené ses troupes, mais aussi son meilleur atout pour la victoire, Marcus Vipsanius Agrippa, un habile stratège militaire qui dirigerait sa marine. La flotte d'Octave constituait un avantage significatif pour lui, car elle était plus importante que les forces navales de Marc-Antoine et de Cléopâtre, contrairement aux armées qui étaient de taille relativement similaire. Bien que les navires de Marc-Antoine fussent plus grands, ses équipages de marins et de commandants navals manquaient d'expérience, ce qui les désavantageait par rapport à la flotte d'Octave. Les navires d'Octave étaient plus petits et plus maniables, et son équipage était composé de marins expérimentés. Octave ordonna à ses troupes de traverser la mer Adriatique avec l'intention d'engager la bataille avec Marc-Antoine près d'Actium. Parallèlement, Agrippa prit des dispositions pour perturber les lignes de ravitaillement de l'armée de Marc-Antoine, ce qui causa d'importants ennuis au général. Malgré l'avantage stratégique, Octave choisit de ne pas attaquer les hommes de Marc-Antoine par voie terrestre. Il estimait que ce serait un risque inutile et une décision peu judicieuse. Il préféra s'engager dans des batailles sur mer, estimant que sa marine avait plus de chances de vaincre les forces adverses. Cependant, les deux camps se gardèrent de prendre des mesures significatives, ce qui entraîna des problèmes imprévus pour Octave. Beaucoup de ses hommes commencèrent à s'impatienter en attendant le bon moment pour attaquer. Dégoûtés et démoralisés, ils désertèrent pour rejoindre le camp de Marc-Antoine. Contrairement à Octave, Marc-Antoine ne fut pas confronté à de tels problèmes et parvint à conserver la loyauté de ses hommes et de ses commandants. Après une longue attente, les combats commencèrent enfin. Octave envoya Agrippa s'emparer de Méthone, une ville et un port grec jusqu'alors fidèles à Marc-Antoine. La prise de cette place ne fut pas facile car les défenseurs se battirent avec acharnement, usant de toutes leurs forces et recourant à des tactiques brutales pour rassurer leur survie. Bien que courageux, ils furent finalement vaincus. Marc-Antoine, qui était un brillant stratège militaire sur terre, ne put rivaliser avec l'expertise d'un commandement naval aussi habile qu'Agrippa. Se sentant vaincu, il décida de mener ses troupes à Actium où se trouvaient la marine et l'armée d'Octave. Cette fois, il était déterminé à porter un coup décisif aux forces d'Octave et d'Agrippa. Marc-Antoine, fermement décidé à réussir, débarqua à Actium avec une flotte de 290 navires et 50 vaisseaux de transport. Octave disposait de 350 navires pour se défendre contre l'immense armada. Bien que ses hommes fussent plus expérimentés et qu'il eût à ses côtés le brillant Agrippa, Marc-Antoine avait une chance de l'emporter cette fois-ci. En effet, ses navires étaient plus grands et mieux armés. La décision avait été prise et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, la scène se prépara pour la bataille navale la plus importante de l'histoire de Rome. Marc-Antoine fut le premier à passer à l'action et ordonna à ses navires de naviguer en haute mer. À leur arrivée, ils virent les navires d'Octave se mettre en formation de combat. Il convient de noter que Cléopâtre était présente à la bataille, positionnée derrière les lignes de Marc-Antoine dans sa barge royale. Octave bénéficiait d'un avantage, car le successeur de César s'était procuré les plans de bataille du général. La stratégie consistait à utiliser les plus gros navires pour repousser Agrippa à l'extrémité nord de la ligne. Octave en était conscient et demanda donc à Agrippa de garder ses navires hors de portée. Au fur et à mesure que le temps passait, Marc-Antoine se rendit compte qu'il devait agir. Juste après midi, il prit la décision d'étendre sa ligne au-delà de la sécurité de la côte et d'engager la flotte d'Octave. Toutefois, avec le recul, cette décision se révéla être un mauvais choix. Les soldats sous le commandement d'Octave étaient hautement qualifiés et avaient consacré leur vie à maîtriser diverses techniques de combat. L'une d'entre elles consistait à éperonner le navire ennemi tout en lançant simultanément un barrage de flèches et de rochers à partir de catapultes afin de vaincre l'équipage sur le pont supérieur. Un massacre brutal eut lieu lorsque ces hommes rencontrèrent les marins inexpérimentés de Marc-Antoine. Témoin du désastre en cours, Cléopâtre passa rapidement à l'action.
Elle suivit les ordres que Marc-Antoine lui avait donnés avant la bataille et dirigea son escadron de navires pour tenter de pénétrer au centre de la flotte d'Octave. Cléopâtre remarqua une brèche dans les formations d'Agrippa et ordonna rapidement à ses navires de se réduire. Marc-Antoine ordonna alors à tous ses navires de tenter de percer les lignes d'Octave. Il dirigea personnellement l'avance et réussit à atteindre le centre des forces navales d'Octave. Cependant, cette stratégie se révéla infructueuse, car Agrippa ordonna à ses navires de se positionner sur les flancs et d'attaquer les navires restants de Marc-Antoine des deux côtés. La suite fut une scène de grande destruction, les navires d'Agrippa et d'Octave ayant décimé de nombreux navires appartenant à Marc-Antoine. Pendant ce temps, Marc-Antoine et Cléopâtre étaient incapables d'agir et ne pouvaient qu'observer la destruction de leur formidable flotte. Marc-Antoine craignait pour sa vie et pour celle de Cléopâtre, car tout était désormais en jeu. Au milieu de ce désastre, Marc-Antoine ordonna aux 90 navires restants de s'éloigner des forces d'Octave et de se diriger vers Alexandrie. Un groupe de soldats stationnés à terre et observant la bataille navale se retira également. Ils reçurent l'ordre de rejoindre leur commandant à Alexandrie. Marc-Antoine perdit le contrôle des voies de ravitaillement de ses troupes. En conséquence, certains commandants de son armée décidèrent de se rendre à Octave après un peu plus d'une semaine de combat. Ils pensaient qu'il était impossible de vaincre Octave sans un ravitaillement adéquat. À l'issue du conflit d'Actium, Marc-Antoine subit des pertes considérables parmi ses troupes, dont une grande partie périt. En outre, sa flotte fut presque détruite et il fut humilié de voir son principal adversaire, Octave, s'approcher de la domination totale de Rome. Bien qu'ils soient rentrés à Alexandrie dans l'humiliation, Marc-Antoine et Cléopâtre ne voulurent pas se rendre. Octave fut donc contraint de les poursuivre et de vaincre leurs plus grands ennemis une fois pour toutes. Malgré son empressement à envoyer rapidement des troupes en Égypte, Octave fut découragé et frustré d'apprendre que ses plans devaient être retardés en raison de problèmes internes au sein de ses légions. On découvrit que bon nombre des soldats les plus compétents et les plus expérimentés d'Octave étaient des vétérans qui avaient déjà participé à diverses guerres et batailles sous la direction de son père adoptif, Jules César. Pour être plus clair, un grand nombre d'entre eux s'étaient battus pendant plus de 20 ans sans interruption. Après avoir remporté une victoire historique et retentissante à Actium, ces hommes décidèrent de récupérer ce qu'ils estimaient être leur bien légitime. Une dizaine de légions de soldats demandèrent à Octave de les libérer honorablement de l'armée et de leur verser une généreuse somme d'argent pour financer leur retraite. Octave craignait de perdre la loyauté de nombreux hommes s'il traitait mal les guerriers loyaux. Il dut donc se plier aux souhaits de la majorité des légionnaires plus âgés qui en avaient fait la demande. Cela lui permit de mettre fin à leur séjour dans l'armée. Après avoir résolu le problème avec ses hommes, Octave attendit avec impatience la fin de l'hiver et ordonna à ses troupes de se préparer à combattre Marc-Antoine une fois de plus. Cette fois-ci, l'affrontement se déroulera à Alexandrie, loin de leur position actuelle. Octave était cependant conscient qu'il lui fallait une stratégie méticuleusement élaborée pour poursuivre son adversaire, quitte à sacrifier tout ce qu'il avait travaillé sans relâche au cours des dernières années. La stratégie la plus évidente consistait à déployer ses troupes sur des bateaux et à tirer parti de sa formidable marine pour anéantir Alexandrie. Cependant, Octave écarta cette stratégie, car il se rendit compte que s'appuyer uniquement sur des tactiques navales ne suffirait pas à vaincre Marc-Antoine et ses fervents partisans de façon permanente. Octave était conscient que de nombreux royaumes fantoches d'Asie restaient fidèles à Marc-Antoine et avait même fourni un soutien militaire lors de plusieurs de ses campagnes. Il comprit que, pour éliminer complètement toute opposition à son égard, il ne devait pas se contenter de vaincre Marc-Antoine à Alexandrie, mais qu'il devait aussi reprendre le contrôle des royaumes fantoches. En raison de diverses circonstances, au printemps 30 avant Jésus-Christ, Octave décida d'abandonner son projet initial d'attaquer Marc-Antoine par la mer, et jugea qu'une stratégie plus efficace, bien que plus longue, consisterait à envoyer ses troupes à travers l'Asie par voie terrestre. Ce plan se révéla très judicieux. Alors que sa puissante armée marchait à la recherche de Marc-Antoine et de Cléopâtre, il empêcha son ennemi de regrouper les troupes qui lui étaient fidèles dans la région. Le général ne pouvait donc plus les contrôler. Alors que la marche était pratiquement inarrêtable, Marc-Antoine se prépara à se défendre. Néanmoins, sa situation était assez difficile. Après sa défaite catastrophique à Actium, Marc-Antoine prit la décision imprudente de conserver la majorité de ses troupes en Grèce. Cette année, composée de 23 légions et de plus de 15 000 cavaliers, était vraiment remarquable. Dans la plupart des situations, elle était capable de vaincre n'importe quelle force militaire dans le monde. Cependant, ce scénario particulier était une exception. La formidable armée épuisa rapidement ses réserves essentielles, ce qui la rendit incapable d'engager le combat de manière efficace.
En conséquence, elle se rendit, entraînant la perte de nombreux hommes de valeur pour Marc-Antoine. Malgré cette situation défavorable, Marc-Antoine pouvait compter sur des soutiens influents qui pouvaient l'aider. Lucius Pinarius était l'un des dirigeants de la Cyrénaïque, une région de Libye. Avec le soutien des troupes de Lucius, Marc-Antoine pouvait représenter une menace importante pour Octave. Cependant, le résultat réel fut différent de ce qui était attendu. Se rendant compte qu'Octave allait probablement l'emporter sur Marc-Antoine, Pinarius prit la décision stratégique de changer d'allégeance et de s'aligner sur Octave au lieu de rester fidèle à Marc-Antoine, le général romain qui avait autrefois triomphé. Après avoir découvert que son précieux allié était passé de son côté, Octave donna l'ordre à Lucius Pinarius de lancer des mouvements de grande envergure. Il fut décidé d'envoyer 4 légions sous le commandement de Lucius vers l'est d'Alexandrie, tandis que les troupes sous le commandement d'Octave approcheraient par l'ouest. Après avoir découvert la trahison de Pinarius, Marc-Antoine et Cléopâtre se préparèrent à une ultime bataille, réalisant que leurs chances de fuir, comme ils l'avaient fait à Actium, étaient désormais minces, voire nulles. Les troupes d'Octave, ainsi que la plupart des forces de Pinarius, arrivèrent rapidement à Alexandrie et commencèrent à assiéger la ville sans tarder. Octave n'étant pas encore arrivé sur le champ de bataille, Marc-Antoine pensa que le meilleur plan d'action serait d'engager les troupes de Lucius, en supposant qu'il s'agissait d'une force moins importante. Marc-Antoine estimait que si le plan réussissait, les troupes pourraient résister plus longtemps aux forces d'Octave. Sans l'aide de Pinarius, les forces d'Octave seraient un adversaire plus facile à gérer. Marc-Antoine ordonna à la quasi-totalité des 30 000 hommes encore sous son commandement de préparer une attaque contre les troupes de Pinarius. Après avoir rassemblé les troupes, il leur ordonna d'avancer et de détruire les hommes de Lucius afin de maintenir l'espoir d'une victoire, même s'il était faible. Malheureusement, le plan ne se déroula pas comme prévu. Les troupes de Marc-Antoine commirent l'erreur de sous-estimer considérablement leur adversaire. En conséquence, elles se retrouvèrent face à une force ennemie beaucoup mieux préparée et plus importante qu'elles ne l'avaient prévu. Selon certains historiens, Pinarius avait un avantage numérique de plus de 10 000 hommes par rapport à Marc-Antoine. Cependant, d'autres affirment que l'avance de Pinarius était encore plus importante, Lucius commandant jusqu'à 2 fois plus de soldats que son adversaire. Malgré ce scénario désastreux et sombre, Marc-Antoine refusa de se rendre. Les événements qui suivirent furent une bataille épouvantable, au cours de laquelle Marc-Antoine tenta vainement de repousser l'armée adverse. Malgré le courage de ses hommes et la force de son commandement, la supériorité numérique de Pinarius rendit presque impossible la victoire sur l'armée de Lucius. Sous son commandement, même les soldats les plus hésitants furent motivés pour avancer avec acharnement. Les forces de Marc-Antoine déclinèrent rapidement, et l'ennemi subit des pertes importantes au cours des combats prolongés. Malgré cela, Marc-Antoine refusa de battre en retraite. Après une longue période de violence, les troupes de Marc-Antoine finirent par se rendre, et les soldats de Pinarius faillirent anéantir toute son armée. Constatant qu'Octave était toujours absent, Marc-Antoine devint anxieux et désespéré. Craignant d'être capturé par son plus redoutable adversaire, il s'enfuit du champ de bataille et retourna à Alexandrie. À la suite de cet événement, un petit groupe d'hommes persista dans sa lutte contre Pinarius. Cependant, ils se rendirent compte que la victoire n'était pas possible, surtout avec l'arrivée imminente d'Octave. En conséquence, les soldats et la cavalerie restante de l'armée de Marc-Antoine préfèrent se rendre. Le sentiment de défaite face à Lucius et Octave était si écrasant que même les troupes qui n'étaient pas directement engagées dans la bataille décidèrent de se rendre sans essayer de combattre. Le 1er août 30 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine fut dévasté par sa défaite et par l'annonce du suicide de Cléopâtre. Après avoir combattu pendant tant d'années, il vit s'effondrer sous ses yeux tout ce pour quoi il avait travaillé, ce qui provoqua chez lui une dépression mentale. La situation accablante fit perdre au général la volonté de vivre. Dans un moment de grand désespoir, il demanda à son fidèle assistant personnel de mettre fin à ses souffrances en le tuant d'un coup d'épée. Cependant, son assistant était incapable d'exécuter cet ordre, ce qui l'amena à choisir de se suicider plutôt que d'aller à l'encontre de son maître. Marc-Antoine se retrouva dans un état de désolation totale, avec des options limitées. Il sortit son épée et se jeta dessus, se donnant ainsi la mort. Sa tentative de mettre fin à ses jours en tombant sur son épée se solda par une grave blessure à l'estomac, qui ne lui fut toutefois pas fatale. Marc-Antoine fut secouru par ses amis et découvrit plus tard que Cléopâtre était toujours en vie, cachée dans son mausolée. Plutarque raconta que, lors de leur dernière rencontre, il informa sa bien-aimée qu'il mourrait dans l'honneur. Il assura également à la reine qu'elle pouvait compter sur Gaius Prosuleius, un membre de l'entourage d'Octave. Il est intéressant de noter que c'est lui qui réussit à s'infiltrer dans le mausolée de la reine à l'aide d'une échelle,
empêchant ainsi la destruction de ses précieux biens. Bien qu'elle ait été faite prisonnière, elle fut autorisée à accomplir les rites funéraires appropriés pour le cadavre de Marc-Antoine. Avec la mort de Marc-Antoine et la capture de Cléopâtre, la voie de la victoire était tracée pour Octave. Il entra triomphalement dans Alexandrie et s'empara rapidement du palais. Il ordonna ensuite l'arrestation des 3 plus jeunes fils de Cléopâtre. La reine d'Égypte fut escortée pour rencontrer Octave afin de négocier un éventuel accord avec lui. Au cours de la rencontre, elle le supplia d'épargner son fils Césarion, né de sa relation avec Jules César. Octave ne manifesta aucun intérêt pour les désirs de Cléopâtre. Il ne fournit que peu de détails sur ses intentions à son égard et à l'égard de sa famille, se contentant de déclarer qu'elle serait épargnée. Au bout de quelques jours, un espion informa la reine qu'Octave avait l'intention de l'envoyer à Rome dans le seul but de la faire défiler de manière humiliante lors d'un grand triomphe pour célébrer sa victoire en Égypte. Selon l'historien Tite-Live, la reine aurait prononcé les paroles suivantes : « Je ne me laisserai pas faire ». Elle était déterminée et décida que, si elle ne pouvait contrôler sa vie, elle contrôlerait au moins sa mort. Selon l'historien Strabon, la mort de Cléopâtre fut causée par une morsure de serpent, probablement portée par un membre de sa cour, le 10 août 30 avant Jésus-Christ. Parallèlement, Plutarque rapporta qu'Arius Didymus, professeur et conseiller d'Octave, suggéra au fils de Cléopâtre Césarion qu'il ne serait pas judicieux de le garder en vie car il pourrait constituer une menace pour le gouvernement d'Octave. Octave suivit ce conseil et ordonna l'exécution de Césarion en août de la même année. Malgré les ennuis que Cléopâtre et Marc-Antoine lui avaient causés, Octave fit preuve d'un grand respect pour le courage de Cléopâtre et ordonna d'opulentes funérailles pour les 2 amants à Rome. L'enterrement de Marc-Antoine fut grandiose. Certaines légions qui avaient été sous son commandement étaient autorisées à marcher à côté de sa tombe. Octave, le général égyptien et conquérant de la reine, décréta un jour de deuil en leur honneur. Cependant, les actions d'Octave n'étaient pas uniquement motivées par l'admiration ou la bonne volonté envers ses ennemis vaincus. En bon politicien, il savait que l'humiliation de ses adversaires morts n'était pas bien accueillie par une grande partie du peuple et de l'élite romaine. Par conséquent, il prit grand soin de passer pour un homme bienveillant qui respectait même ses ennemis mortels, ce qui s'avéra être une manœuvre politique sage et perspicace. Malgré sa victoire, Octave resta vigilant, sachant qu'un autre ennemi pouvait surgir à tout moment. Il accepta néanmoins tous les honneurs possibles, ravi de sa conquête de l'Égypte. Il fut honoré du titre de pharaon environ 1 mois après avoir vaincu Marc-Antoine et Cléopâtre. L'Égypte devint alors pratiquement sa propriété et il prit également le contrôle de ses immenses richesses. De retour à Rome, il était déterminé à consolider son pouvoir pour éviter de subir le même sort que Jules César. Malgré sa jeunesse, Octave ne se précipita pas pour consolider son pouvoir afin d'empêcher l'avancée des forces adverses. Beaucoup d'autres adoptèrent cette approche, mais Octave fut plus patient et plus réfléchi. Il consolida progressivement sa position, acceptant les pouvoirs et les honneurs sans trop s'en préoccuper et éliminant les derniers partisans de Marc-Antoine. Au bout de quelques mois, il remporta une importante victoire politique avec l'aide de son fidèle allié Agrippa. Il réussit à convaincre le Sénat de lui confier le commandement de la Gaule, de l'Espagne et de la Syrie, ce qui lui permit d'exercer une autorité totale sur la moitié des territoires gouvernés par Rome. Pendant une brève période, il accumula tous les pouvoirs. Mais en 27 avant Jésus-Christ, il prit une décision surprenante qui prit tout le monde au dépourvu à Rome. Sans préavis, il annonça au Sénat qu'il renonçait à ses fonctions estimées, à son autorité et surtout qu'il se retirait de la fonction publique. À l'époque, seuls les plus proches alliés d'Octave, dont le fidèle Agrippa, comprenaient les motifs de ses actes. Mais la plupart des gens ne comprenaient pas pourquoi Octave, qui s'était battu si durement pendant tant d'années et qui était au sommet de sa réussite, renonçait à tout ce pourquoi il avait travaillé. Bien que cette décision puisse sembler déraisonnable à première vue, elle permit finalement à Octave de s'assurer un pouvoir absolu, d'établir son héritage et de prendre le titre d'Auguste, le premier empereur de Rome. Auguste ne chercha pas seulement à se venger de son père adoptif, mais il établit également un puissant héritage qui dura des siècles, dépassant même les aspirations les plus folles de César. Le règne d'Auguste fut si influent et compétent que les historiens le qualifient encore d'âge d'or de l'Empire romain. Aucun autre empereur à ce jour au monde ne réussit à surpasser ses réalisations, ce qui fit d'Auguste l'un des personnages les plus importants de l'histoire de Rome et de l'histoire de l'humanité tout entière. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne.